Je m'appelle Eduardo Ramirez et j'ai 73 ans. Il y a peu, j'ai vécu l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Mon propre fils m'a demandé de quitter la maison que j'avais construite de mes propres mains. La raison, selon lui, était que ses beaux-parents avaient besoin d'un endroit où loger. Ce qu'il y a d'ironie là-dedans, c'est que cette maison, nous ne l'avons pas achetée. Je l'ai bâtie brique par brique, pendant des décennies, après plus de 40 ans de travail comme maçon. Un mardi après-midi, sans prévenir, mon fils Andrés est arrivé et m'a dit que je devais partir. Il m'a parlé sur ce ton qu'il utilisait lorsqu'il était enfant et qu'il avait fait une bêtise, cherchant à se justifier. « Papa, ils n'ont nulle part où aller. Tu seras mieux pris en charge dans la maison de retraite près du centre, » m'a-t-il dit, comme si ce dont j'avais le plus besoin, c'était de soins et non de dignité. Ces mots ont été comme un coup de massue. Ils m'ont fait plus mal que toutes ces années à porter des sacs de ciment pour lui offrir une bonne éducation. Plus mal que les matins passés à travailler sous la pluie ou en plein soleil. Ce qu'il ignorait, c'est que je gardais un secret bien caché. Il y a 20 ans, j'ai acheté des terrains en périphérie de la ville. À l'époque, ils ne valaient pas grand-chose. Mais aujourd'hui, leur prix a explosé, car une nouvelle autoroute va passer tout près. En plus, pendant toutes ces années, j'ai économisé sur un compte dont personne n'avait connaissance, pas même lui. Alors qu'il m'expliquait pourquoi je devais quitter ma propre maison, je l'écoutais en silence, sachant que sa décision aurait des conséquences qu'il ne soupçonnait pas encore. Ce soir-là, alors que je faisais ma valise dans la chambre où j'avais vécu tant de moments importants, où j'avais accompagné ma femme Mercedes pendant sa maladie, où j'avais élevé mon fils alors qu'il n'était encore qu'un bébé, j'ai pris une décision ferme. Je n'allais pas accepter cette humiliation. Je ne comptais pas finir mes jours dans une maison de retraite, pendant que d'autres profitaient du fruit de mon labeur. Si mon fils avait décidé d'oublier tout ce que j'avais fait pour lui, alors il était sur le point de découvrir ce qu'il avait réellement perdu. Le lendemain matin, avant qu'Andrés n'arrive pour m'emmener, j'avais déjà passé plusieurs appels. J'ai contacté des personnes clés, pris des mesures qui allaient tout changer, car une chose est d'agir par ignorance, une autre est de trahir en pleine conscience de ses actes, et il allait faire face à cette différence. Si tu écoutes cette histoire, je veux que tu te mettes à ma place. Dis-moi, qu'aurais-tu fait à ma place? Raconte-moi depuis quelle ville tu m'écoutes et écoute bien comment j'en suis arrivé là. Cette histoire ne commence pas par la trahison, mais par une vie de travail et de sacrifice. Il y a 50 ans, je suis arrivé dans cette ville avec Mercedes, ma femme. Nous venions de la campagne, sans argent, mais avec la ferme volonté de nous en sortir. J'ai trouvé un emploi dans le bâtiment et dès le premier jour, j'ai su que ma vocation était de construire. Mercedes, elle, faisait des lessives pour des familles du quartier. Nous n'avions aucun luxe, mais beaucoup de volonté. Je travaillais du lundi au vendredi sur les chantiers, et les week-ends, je faisais des petits travaux dans des maisons, toitures, agrandissements, tout ce qu'on me proposait. Chaque centime avait un but. D'abord, payer le loyer d'une petite baraque. Ensuite, économiser pour acheter le terrain sur lequel, petit à petit, j'ai construit notre maison. Quand Mercedes me portait un maté pendant que je mélangeais le ciment, elle me disait « Eduardo, notre fils aura la plus belle maison du quartier. » Et il l'a eu, croyez-moi. J'ai construit cette maison de mes propres mains. Je travaillais jusqu'au coucher du soleil, et quand tout le monde se reposait, je continuais à bâtir. Andrés a grandi en voyant tout cet effort. À peine âgé de 8 ans, il me passait déjà les outils, et me demandait quand on aurait fini. « Quand tu seras grand, cette maison sera la tienne », lui disais-je, fier, tout en le portant sur mes épaules pour regarder les avancées. Je lui ai offert la meilleure éducation que je pouvais. Pendant que je continuais à travailler sur les chantiers, lui étudiait l'ingénierie. Il y avait des mois où nous ne mangions que des pâtes, mais je n'ai jamais cessé de payer son université. Le jour de sa remise de diplôme, on a fait une grande fête à la maison. Il y avait les voisins, mes collègues, toute la famille. Je disais avec fierté, « Ce garçon vient d'une famille ouvrière et maintenant il est ingénieur. » Quand Mercedes est tombée malade, tout a changé. Ce furent les mois les plus durs de ma vie. La soigner la nuit, l'emmener chez les médecins, chercher les médicaments. Andrés a aidé, bien sûr, mais celui qui passait les nuits blanches à lui tenir la main, c'était moi. Ce même homme que, des années plus tard, son propre fils a voulu envoyer en maison de retraite comme un fardeau. Mais la vie est faite de retournements. Et ce que mon fils ne savait pas, c'est que ce vieil homme avait encore bien des leçons à transmettre. Après le décès de Mercedes,
la maison est tombée dans un silence pesant. Andrés a décidé de partir vivre seul peu de temps après. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de son propre espace, et même si cela m'a coûté, je l'ai compris. C'était normal qu'un jeune homme veuille prendre son envol. Mais l'absence de mon fils, ajoutée à celle de sa mère, a laissé un vide dans chaque recoin de la maison. Pendant un temps, il continuait à venir les dimanches. On déjeunait ensemble. Il me racontait son travail, ses projets, son quotidien. C'est lors d'une de ces visites qu'il m'a présenté Patricia. Au début, elle m'a semblé réservée, mais je me suis dit que s'il l'avait choisie, elle devait avoir des qualités qu'il appréciait. Ils se sont mariés, et peu après, mes petits-enfants sont arrivés. À chaque fois qu'ils franchissèrent la porte, la maison reprenait vie. Rire, jeux, voix d'enfants. Tout s'animait à nouveau. J'adorais leur préparer leurs plats préférés, leur fabriquer des jouets dans mon petit atelier au fond du jardin, leur raconter des histoires de quand leur père était petit. Mais sans que je m'en rende compte, les visites ont commencé à s'espacer. D'abord, ils ne venaient plus tous les dimanches, puis seulement une fois par mois. Et ensuite, ils ont presque disparu, sauf pour les anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Et maintenant, après tant d'années d'efforts, après avoir construit cette maison dans le seul but de leur assurer un avenir, mon propre fils me demande de la quitter pour y loger les parents de sa femme. Des personnes qui n'ont jamais rien apporté à cette famille. Mais comme je te l'ai dit, Andrés ignorait beaucoup de choses. Et il allait bientôt être confronté à une vérité qu'il ne soupçonnait pas. La distance ne s'est pas installée du jour au lendemain. C'était comme une infiltration silencieuse, qu'on ne remarque pas au début, mais qui finit par ronger toute la structure. Après leur mariage, les changements ont commencé de manière subtile. Lorsqu'ils vinrent déjeuner, Patricia trouvait toujours une excuse pour repartir tôt. On doit faire quelques courses, les enfants sont fatigués, ou n'importe quel autre prétexte. J'essayais de faire preuve de compréhension. Je savais que toutes les belles filles n'avaient pas d'affinité avec la famille de leur mari, et j'espérais qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. Mais ce ne fut pas le cas. Patricia avait une manière bien à elle de me faire sentir que je n'étais pas à ma place, même dans ma propre maison. À l'approche des anniversaires de mes petits-enfants, je prenais le temps de choisir leurs cadeaux avec soin. Des vêtements que j'imaginais sur eux ou des jouets que je fabriquais moi-même, comme ce petit cheval en bois que j'avais sculpté avec minutie. J'ai passé des semaines dans l'atelier à lui donner forme, à le peindre, à soigner chaque détail. L'enfant était ravi de le recevoir, mais Patricia, au lieu de se réjouir, déclara d'un ton méprisant que c'était trop rustique et préféra qu'il joue avec d'autres jouets. Ces mots m'ont profondément blessé. D'autant plus que Andrés, qui autrefois me défendait, avait commencé à se taire. Il en est même venu à répéter des phrases telles que « Papa, ne te fatigue pas, on leur a déjà tout acheté ». Comme si mes efforts ne servaient à rien, comme si mes cadeaux étaient un fardeau. Les repas du dimanche devinrent de plus en plus courts. Ils arrivaient en retard, mangeaient rapidement et repartaient avant 3 heures. Je cuisinais avec enthousiasme, comme si j'attendais tout un bataillon, mais la nourriture restait servie, intacte. Patricia s'excusait en disant que les enfants mangeaient peu, mais je savais que ce n'était pas vrai. Ils adoraient ce que je leur préparais. C'était elle qui était pressée de partir. Puis vinrent les annulations. Chaque semaine, une nouvelle excuse. Patricia avait mal à la tête. Les enfants étaient enrhumés. Un rendez-vous avec sa famille. J'appelais Andrés en semaine pour l'inviter, et il me répondait toujours qu'ils étaient très occupés et qu'il me ferait un signe. Mais ce signe ne venait jamais. Un jour, poussé par la nostalgie, j'ai décidé d'aller les voir moi-même. Je voulais leur faire une surprise. J'ai sonné à la porte avec espoir, mais Patricia m'a ouvert avec une expression que je n'oublierai jamais. « Quelle surprise, Eduardo !» a-t-elle dit, mais ça ne sonnait pas comme une bienvenue. Elle m'a expliqué qu'Andrés n'était pas là, qu'il était parti travailler bien que ce soit un samedi après-midi. À ce moment-là, j'ai entendu mes petits-enfants jouer dans le jardin. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont couru vers moi heureux en criant « Papy !» Mais leur mère les a aussitôt rappelés d'un ton sec, qui en disait long. « Les enfants, rentrez vite, vous allez attraper froid !» cria Patricia depuis la porte, alors que c'était le plein été et que le soleil brillait encore fort. Je suis resté là, sur le pas de la porte, comme un vendeur dont on ne veut pas. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle ne m'a même pas proposé un verre d'eau. « Quand Andrés rentrera, je lui dirai que tu es passé », fut sa seule phrase avant de refermer la porte. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus le cœur lourd, avec l'impression d'être un chien abandonné dans la rue.
Ce jour-là, j'ai compris que pour Patricia, je n'étais ni le grand-père de ses enfants, ni le père de son mari. J'étais juste une présence gênante. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est le silence d'Andrés. Il ne m'a jamais appelé pour savoir pourquoi j'étais venu, ni pour s'excuser du traitement que j'avais reçu. Il a agi comme si de rien n'était, comme si ma visite n'avait jamais eu lieu. Même les Noëls ont changé. Des réunions pleines d'étreinte et de rire, elles sont devenues des rencontres froides et brèves. Il ne venait que par obligation, à peine 1 heure. Les enfants ouvraient leurs cadeaux à la hâte, puis repartaient. Toujours avec la même excuse, on a le dîner chez les parents de Patricia. Ils ne m'ont jamais invité à ces repas, jamais intégré à leur cercle. Quand j'ai eu 70 ans, j'ai nettoyé la maison comme au beau jour, préparé un gâteau de mes propres mains et acheté de quoi trinquer. J'ai attendu tout l'après-midi, regardant par la fenêtre, jusqu'à ce qu'à la tombée de la nuit, Andrés m'appelle. « Joyeux anniversaire, papa. Désolé, on n'a pas pu venir, on a eu un souci, m'a-t-il dit. Il n'a rien expliqué, pas un détail. Ce soir-là, j'ai mangé seul face aux photos de lui enfant, quand il m'aidait à mélanger du ciment dans cette même maison qu'il veut que je quitte aujourd'hui. Je suis resté là, face à ces souvenirs, à me demander où j'avais échoué en tant que père. À quel moment ai-je cessé d'être important pour mon propre fils? 3 ans plus tard, ce même fils qui n'avait plus le temps de me rendre visite, qui ne pouvait pas passer une après-midi avec moi, venait maintenant m'annoncer que je devais quitter ma maison, pour que ses beaux-parents, qui ne connaissaient rien des efforts derrière ces murs, puissent s'y installer. Ce qu'Andrés ignorait, c'est qu'il y avait une grande partie de ma vie qu'il ne connaissait pas. Des choses que je n'avais jamais cachées par méchanceté, mais parce que je n'aurais jamais imaginé devoir me défendre contre mon propre sang. Mais désormais, ces secrets allaient tout changer. Voici le début de ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Tandis qu'il croyait que je n'étais qu'un retraité sans ressources, résigné à vivre d'une maigre pension, la réalité était bien différente. J'avais pris des décisions qu'il n'aurait jamais attendues de quelqu'un comme moi. Car même si je ne suis jamais allé à l'université, j'ai appris une chose essentielle dans la vie. Le travail dur te donne de quoi vivre, mais le travail intelligent te donne la liberté. Durant mes années de maçon, j'ai appris à observer et écouter. Et il y a 20 ans, alors que je travaillais sur un grand chantier, j'ai entendu plusieurs ingénieurs parler d'une autoroute qui relierait notre ville à la capitale. Des paroles glanées ici et là, des plans laissés sur des tables que je nettoyais en fin de journée. Beaucoup de collègues disaient que ce n'était que des rumeurs, des promesses qui ne se réaliseraient jamais. Mais moi, j'avais déjà vu comment certains murmures pouvaient devenir des réalités. J'ai commencé à explorer les environs de la ville. Je marchais parmi des terrains vides, demandais les prix, consultais de vieux et nouveaux plans. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Plusieurs lots situés exactement dans le tracé prévu de l'autoroute. Ils étaient bon marché, isolés, personne n'en voulait. Mais moi, je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Pendant 2 ans, j'ai économisé chaque centime. Je ne me suis pas acheté de vêtements. Je n'ai pas changé les meubles. Je ne suis pas sorti au restaurant. Mercedes me regardait parfois d'un air réprobateur et me disait que je devenais radin. Je lui répondais simplement avec un sourire. « Aie confiance en moi, ma chérie. » Je fais tout cela en pensant à l'avenir d'Andrés, me répétais-je à chaque fois que je mettais un billet de côté. Lorsque j'ai enfin réuni la somme nécessaire, j'ai acquis 3 terrains situés loin de tout, sans service, envahis de broussailles et complètement oubliés du reste du monde. Les voisins ne tardèrent pas à me critiquer. « Eduardo, tu t'es fait avoir. Ces terres ne valent même pas la peine d'y planter des mauvaises herbes, » me disait-il. Mais moi, j'avais une vision qu'il ne comprenait pas. J'ai caché les documents dans un coffre-fort dissimulé soigneusement dans ma chambre, et j'ai attendu. Les années ont passé et le projet d'autoroute avançait lentement dans les bureaux gouvernementaux entre paperasse et lenteurs administratives. En attendant, chaque sou que je pouvais économiser allait sur un compte bancaire que j'ai ouvert sans même en parler à Mercedes. Non pas par secret, mais parce que je rêvais de lui faire une grande surprise quand tout se réaliserait. Mon rêve était de rentrer un jour de la banque, de l'enlacer et de lui dire « Mon amour, on a réussi. Nous ne sommes plus pauvres. Andrés pourra étudier où il veut, et nous vivrons une vieillesse paisible. » Mais ce moment n'est jamais arrivé. Mercedes est partie avant que je ne puisse lui révéler la vérité. Elle est partie sans savoir que son mari, le maçon aux mains calleuses, avait misé sur l'avenir et avait gagné.
Ne pas pouvoir partager cette réussite avec elle est l'une de mes blessures les plus profondes. Quand Andrés a été diplômé comme ingénieur, j'ai failli tout lui dire. Je pensais que ce serait le moment parfait. Mais ensuite, je me suis convaincu d'attendre qu'il fonde sa propre famille, pour lui offrir ce cadeau comme une véritable transmission, un geste d'amour silencieux. J'avais tort. Il y a 5 ans, lorsque la construction de l'autoroute a été officiellement annoncée, la valeur des terrains s'est mise à exploser. Ce que j'avais acheté pour une bouchée de pain valait désormais des millions. Des entreprises me contactaient avec des offres dignes d'un film, mais je ne vendais pas. J'attendais le bon moment, celui où partager cette joie avec mon fils aurait un véritable sens. J'imaginais sa réaction. « Papa, je ne savais pas que tu étais si visionnaire. » Je rêvais de le voir fier de moi, de le voir reconnaître que mes efforts n'avaient pas été vains. Jusqu'au jour où, il y a 1 an, une agence immobilière m'a fait une offre si importante que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Le montant faisait de moi, littéralement, un millionnaire. Moi, ce même homme qui était arrivé dans cette ville sans un sou et qui avait construit de ses propres mains la maison où il avait élevé son fils. Mais je n'ai pas accepté. J'ai continué à attendre, jusqu'à ce que ce moment arrive, bien que pas comme je l'avais imaginé. Pas sous forme de célébration familiale, mais sous forme de trahison. Mon fils, celui-là même pour qui j'avais fait tout cela, me demandait d'abandonner la maison de toute ma vie pour que ses beaux-parents puissent s'y installer. Ce soir-là, entre indignation et tristesse, j'ai ouvert le coffre-fort et sorti les papiers. J'ai regardé chaque acte, chaque titre de propriété, et j'ai vérifié le solde du compte. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse, car ce que j'avais conservé pour construire un avenir meilleur pour ma famille, j'allais devoir l'utiliser d'une toute autre manière. Et toi, que ferais-tu à ma place? En quelques jours, Andrés est passé de ne jamais me rendre visite à venir tous les jours, mais il ne venait pas seul. Il amenait Patricia, les enfants et ses beaux-parents. Cela ressemblait à un déménagement silencieux déguisé en visite. La première fois qu'ils sont venus avec les beaux-parents, c'était à peine 3 jours après m'avoir annoncé que je devais partir. Ils ont sonné à la porte comme s'ils ne connaissaient pas la maison. Andrés, debout à l'entrée de ce qui avait été sa maison pendant plus de 20 ans, m'a présenté Don Roberto et Doña Carmen comme s'ils vendaient un bien immobilier et non comme s'ils m'évinçaient. Doña Carmen parcourait les pièces avec un sourire forcé, de ceux qui dissimulent la convoitise. « Elle est jolie ta maison, Eduardo, disait-elle, mais ses yeux ne me regardaient pas. Ils scrutaient chaque objet, chaque détail. » Don Roberto, plus direct, a commencé à interroger comme s'il évaluait une propriété. Combien de mètres carrés? L'installation électrique est récente? Et le toit, il a des fuites? Il parlait comme si j'étais déjà parti. Le plus déconcertant, ce fut l'attitude d'Andrés. Soudain, il se montrait plus attentionné que jamais. « Papa, tu veux un maté? Tu as mal quelque part? Tu es bien installé ici ?» Cette amabilité soudaine n'était pas de la tendresse, c'était de la stratégie. Je l'ai compris immédiatement. Patricia, qui me parlait à peine d'habitude, me lançait maintenant des sourires sucrés et des mots gentils. « Eduardo, tu as bonne mine. Tu veux que je t'apporte quelque chose du marché ?» Les enfants, mes petits-enfants, étaient perdus. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur maison de jeu et de goûter semblait être devenue le théâtre de quelque chose qu'on ne leur expliquait pas. « Papy, c'est vrai que tu vas aller vivre ailleurs ?» m'a demandé mon petit-fils aîné, avec cette innocence propre aux enfants. Je suis resté sans voix. Comment expliquer à un enfant que son propre père met son grand-père à la porte de la maison qu'il a lui-même construite? Avant que je ne réponde, Andrés est intervenu d'un ton rassurant. Papy va aller dans un endroit où il sera mieux soigné, entouré de gens de son âge. Des gens de mon âge, comme si j'étais un enfant qui avait besoin de camarades de jeu. Cette semaine-là fut étrangement différente. Soudain, ils commencèrent à arriver avec des cadeaux et des attentions. Andrés m'a offert une chemise neuve. « Je l'ai vue et j'ai pensé à toi, papa », a-t-il dit. Patricia m'a apporté un dessert. « Pour que tu aies un petit quelque chose de sucré après le déjeuner, Eduardo. » Même les enfants m'ont offert des dessins faits à l'école. « C'est pour toi, papy, pour que tu ne nous oublies pas », ont-ils dit en souriant. Tout semblait très joli, mais je ne me laissais pas berner. Après m'avoir ignoré si longtemps, ils venaient maintenant pleins d'affection parce qu'ils avaient hâte que je parte sans faire d'histoire.
Il voulait me faire croire que c'était pour mon bien. Il voulait que j'accepte mon départ comme une décision sage et volontaire. Un après-midi, après que tout le monde soit reparti, Andrés est resté seul avec moi. Il s'est assis sur la vieille chaise où Mercedes et moi avions l'habitude de partager nos matés en silence. « Papa, il faut qu'on parle », a-t-il commencé avec ce ton doux qu'il utilisait toujours quand il voulait me convaincre de quelque chose. « Je sais que c'est difficile, mais on pense vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. » Il a continué à parler d'un ton calme, énumérant des raisons qui, à ses yeux, semblaient logiques. « Tu n'es plus tout jeune. Et si un jour tu tombes et que personne n'est là? Et si tu te sens mal pendant la nuit? Dans une maison de retraite, tu seras bien entouré, avec des infirmières en permanence. » Pendant qu'il disait cela, je le regardais sans vraiment l'écouter. Ses paroles me glissèrent dessus. Je l'observais en cherchant dans son visage l'enfant qui m'apportait les outils sur le chantier, le jeune homme qui m'avait étreint en larmes lorsqu'il est devenu ingénieur, l'homme brisé quand nous avons dit adieu à Mercedes. Mais non. Devant moi, c'était un autre homme, un inconnu. En plus, ajouta-t-il, les parents de Patricia n'ont plus où aller. Ils ont vendu leur appartement et ne peuvent de plus se permettre de louer. Tu sais comment est l'économie en ce moment. C'est là que j'ai compris le plus dur. Andrés ne me demandait pas la permission. Il m'informait. La décision était déjà prise. Tout ce qu'il voulait, c'était que je l'accepte sans faire de vagues. Il m'a mis une main sur l'épaule, comme lorsqu'il était petit et qu'il voulait que je lui pardonne une bêtise. Tu as toujours été compréhensif, papa. Tu as toujours mis la famille avant toi. La famille d'abord? Quelle ironie. J'ai toujours mis la famille en premier. Je me suis brisé le dos à travailler, j'ai fait des sacrifices, j'ai renoncé à mes rêves, tout pour eux. Et maintenant, ils me demandaient la même chose, mais pour m'éjecter. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai simplement dit « D'accord, fils, je ferai ce que tu me demandes. » Son visage s'est illuminé. Il m'a étreint. « Je savais que tu comprendrais. Tu es le meilleur père du monde. » Quelle phrase cruelle, prononcée au moment même où il m'exilait de mon foyer. Ce soir-là, quand la maison redevint silencieuse, j'ai rouvert mon coffre-fort. J'ai revu une fois de plus les titres de propriété des terrains, les relevés bancaires, les offres mirobolantes des agences immobilières, et j'ai pris la décision la plus importante de toute ma vie. Si mon fils croyait que j'étais un vieux sans force, sans ressources, sans options, il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Si mon fils croyait pouvoir m'influencer avec de fausses attentions et des cadeaux sans âme, il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Et s'il pensait pouvoir s'approprier ma maison comme si de rien n'était, il était sur le point de recevoir la plus dure leçon de sa vie. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'ai pris le téléphone et appelé l'agence immobilière qui insistait depuis longtemps pour acheter mes terrains. « Bonjour, ici Eduardo Ramirez. Vous vous souvenez de l'offre que vous m'avez faite pour les terrains près de l'autoroute? Je l'accepte. Mais à une condition. Je veux que la transaction soit conclue cette semaine. » Silence de l'autre côté. On m'a répondu que c'était presque impossible. Trop de formalités, de signatures, de documents. « Écoutez-moi bien, leur ai-je dit avec une détermination que je ne savais même pas encore posséder. Vous me harcelez depuis 1 an pour ces terrains. Si vous les voulez vraiment, vous avez 5 jours. Sinon, j'appelle la concurrence. Ça a marché. 2 heures plus tard, ils m'ont rappelé. Tout pouvait se finaliser en 5 jours. Ma deuxième appel était pour la banque. Je veux retirer tout mon argent et le transférer sur un nouveau compte dans une autre banque, ai-je dit. Le jeune conseiller a tenté de me persuader de reconsidérer. « Monsieur, êtes-vous sûr? C'est une grosse somme. On pourrait mieux l'investir. J'ai 73 ans, lui ai-je répondu calmement. Et je sais parfaitement ce que je fais. Mais l'appel le plus important fut le 3e. J'ai composé le numéro d'un vieil ami, un avocat qui avait travaillé avec nous sur de nombreux chantiers. « Docteur Morales, ai-je dit, j'ai besoin de votre aide. C'est une affaire de famille, très délicate. » Je lui ai raconté tout. Comment mon propre fils voulait me chasser de ma maison, comment il me remplaçait par ses beaux-parents, comment il me prenait pour un vieillard sans défense. Quand j'ai terminé, l'avocat est resté silencieux un instant, puis m'a assuré « Don Eduardo, légalement, votre fils ne peut pas vous expulser. Vous êtes l'unique propriétaire. » « Je le sais, ai-je répondu. Mais je ne veux pas de procès, je ne veux pas de paperasserie. Je veux lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Je lui ai parlé des terrains, de l'argent que j'avais mis de côté en secret pendant des années. Il m'a écouté, surpris.
Vous n'êtes pas l'homme simple que tout le monde croit, Don Eduardo. Non, docteur. Et je veux que mon fils le découvre, de la façon la plus douloureuse possible. Cette semaine-là, j'ai continué comme si de rien n'était. Andrés venait toujours avec sa famille, sourires hypocrites, affection achetée. Il faisait des plans parlant quand je ne serai plus là. J'ai même entendu Patricia parler au téléphone. Oui, c'est presque tout prêt. Le vieux part la semaine prochaine. On va refondre un peu et ce sera magnifique. Refondre, a-t-elle dit. Ma maison, mon foyer, mon histoire. Un jour, Andrés est venu avec une brochure de la maison de retraite. Regarde, papa, il y a des activités, une salle de télévision, des infirmières 24 heures sur 24. Il en parlait comme s'il m'offrait des vacances. Et ça coûte combien, ai-je demandé. Ne t'en fais pas, m'a-t-il répondu. Entre ta pension et un petit effort de ma part, ça ira. Ma pension, me virer de ma maison et en plus utiliser mon argent pour me payer cela. C'en était trop. Le jeudi, à 3 jours de la vente des terrains, il est arrivé avec une valise. « Papa, j'ai amené ça pour que tu commences à ranger tes affaires. Je t'aide à choisir ce que tu emportes. »« Et est-ce que je laisse ?» ai-je demandé. « Eh bien, les meubles, les appareils électroménagers, ça reste ici. Tu peux prendre l'essentiel, le reste on le gardera. »« On le gardera », a-t-il dit. Ils allaient garder mes affaires pendant que je dormirais dans une chambre partagée avec d'autres vieux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri de vrai. Parce que je savais quelque chose qu'eux ignoraient. Ce qui allait arriver allait tout changer. Le vendredi fut l'un des jours les plus intenses de ma vie. Dès le matin, je suis allé à la banque et j'ai confirmé que le transfert de la vente des terrains avait bien été effectué. Lorsque j'ai vu le montant sur le compte, j'ai cru rêver. Une somme que je n'aurais jamais cru avoir. Cet argent transformait ce humble maçon en un homme aisé. L'après-midi, Andrés, Patricia et les enfants sont arrivés. « Papa, demain est le grand jour, m'a dit Andrés. Tout est prêt dans la maison de retraite. Ils t'y accueilleront à 10 heures pile. » Ma petite fille m'a serré fort dans ses bras et murmuré « Papy, tu vas beaucoup nous manquer. » Et à cet instant, je l'ai su. Les seuls à vraiment ressentiront mon absence, ce sont eux. « Ne vous inquiétez pas, leur ai-je dit en souriant. Votre grand-père ne partira pas si loin. » Andrés, un peu confus, acquiesça. « Bien sûr, papa, on viendra te voir toutes les semaines. Les mêmes semaines qui ne sont jamais venues pendant des années. » Cette nuit-là, j'ai mis le strict nécessaire dans une petite valise. Non pas parce que je comptais vraiment aller en maison de retraite, mais parce que j'avais un autre plan en tête. Une décision qui, très bientôt, laisserait mon fils sans voix. Avant de me coucher, j'ai fait le tour de chaque recoin de la maison que j'ai construite de mes mains, pensée pour l'avenir de ma famille. Le foyer dont on me chassait, sans pitié, pour que d'autres prennent ma place. Je savais qu'au lendemain, rien ne serait plus pareil. Le samedi matin, je me suis levé tôt, non par anxiété, mais parce qu'il y avait beaucoup à faire. À 7 heures précises, j'ai appelé l'avocat. « Docteur, aujourd'hui, on active le plan. » « Tout est prêt, Don Eduardo. Les documents sont signés, les comptes ajustés. J'attends juste votre ordre. » « Parfait. À 10h30, lancez les appels. » Ensuite, j'ai appelé ma sœur Rosa, qui vit à la capitale. Depuis la dernière réunion de famille, à laquelle Andrés n'a même pas pris la peine de m'emmener, nous ne nous étions pas parlé. « Rosa, j'ai besoin de te demander un grand service. Je peux rester quelques jours chez toi? Je t'expliquerai tout en personne. » Elle n'a pas hésité une seconde. « Cette maison sera toujours la tienne, mon frère. Viens quand tu veux. » À 8h30, la sonnette a retenti. C'était Andrés, accompagné de sa famille. « Bonjour, papa. Tu as tout préparé? »« Oui, mon fils. Tout est en ordre. » J'ai regardé mes petits-enfants le cœur serré. Ils n'avaient aucune faute dans cette histoire. « Les enfants, votre grand-père vous aime de tout son cœur. N'oubliez jamais ça, quoi qu'il arrive. »« Papa, ne dis pas ça, » répondit Andrés. « La maison de retraite n'est qu'à 20 minutes. Ce n'est pas la fin du monde. » À 9h30, le camion de déménagement est arrivé. Avec lui, les beaux-parents prêts à s'installer comme s'il s'agissait de chez eux depuis toujours. Don Roberto donnait des ordres comme s'il était le propriétaire. « Ce canapé près de la fenêtre. Faites attention à cette table. »« Mon père n'est pas encore parti, » leur dit Andrés, « mais vous pouvez commencer à installer certaines choses. » J'observais depuis le fauteuil qui avait été témoin de la moitié de ma vie, là où je lisais le journal, où j'avais consolé mon fils dans ses échecs,
où Mercedes avait passé ses derniers jours. « Bon papa, » dit Andrés à 10 heures précises. « Il est l'heure d'y aller. »« Oui mon fils, il est temps. » J'ai pris ma petite valise et me suis dirigé vers la porte. Je me suis retourné pour un dernier regard. J'ai vu Doña Carmen accrocher un tableau affreux à l'endroit même où se trouvait la photo de ma femme. « Adieu maison », ai-je murmuré. Pendant le trajet vers la maison de retraite, Andrés ne cessait de parler. « Papa, tu vas adorer. Il y a des ateliers, de la bonne nourriture, des infirmières toute la journée. Et les autres pensionnaires sont très gentils. » Les autres pensionnaires, comme si j'étais juste un vieux de plus parmi les oubliés. Nous sommes arrivés à 10h25. Le bâtiment était froid, aux murs gris et aux fenêtres étroites. Rien à voir avec les photos qu'il m'avait montrées. « Voilà, papa, on y est. »« Oui, mon fils, on y est. » Je suis descendu avec ma valise. Andrés cherchait une place pour se garer quand mon téléphone a sonné. « Don Eduardo, ici le docteur Morales. Les appels ont été faits. Les documents sont en route. Ils arriveront dans 30 minutes. »« Parfait, docteur. Merci beaucoup. » J'ai raccroché juste quand Andrés revenait, tout sourire. « Tout va bien, papa? Tu parlais à qui? »« Rien d'important, mon fils. Allez, entrons. » Et c'est ce que nous avons fait. Mais il n'avait aucune idée que ce jour-là ne marquerait pas le début de mon abandon, mais le commencement de sa grande leçon. L'endroit avait cette odeur persistante de désinfectant mêlée à celle des plats réchauffés. Une infirmière nous a accueillis avec un sourire forcé et un classeur rempli de formulaires. « Vous devez être Monsieur Ramirez. Bienvenue. Votre fils nous a déjà expliqué toute votre situation. »« Ma situation, ai-je pensé, comme si je n'étais qu'un numéro de plus sur un formulaire d'admission. » Pendant que l'infirmière expliquait à Andrés les horaires de visite, les médicaments et les règles du lieu, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message que je préparais depuis plusieurs jours. Il était destiné à mes voisins, anciens collègues et toutes les connaissances du quartier. Il disait « Aujourd'hui, mon fils m'a interné dans une maison de retraite pour que ses beaux-parents vivent dans ma maison. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis millionnaire. Dans 30 minutes, il va le découvrir. Restez attentifs à vos téléphones. » J'ai rangé mon téléphone calmement et regardé Andrés qui bavardait encore avec l'infirmière, comme si tout allait parfaitement. « Andrés, lui dis-je, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il s'est approché avec cette expression de fausse inquiétude qu'il avait affichée toute la semaine. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu ne te sens pas bien? »« Non, mon fils, je me sens mieux que jamais. Mais il y a certaines choses sur ton père que tu ignores. »« Quelles choses ?» demanda-t-il un peu déconcerté. Je regardais l'horloge. Il était 10h55. Dans 5 minutes, tout allait changer. Tu penses que je suis un vieux sans ressources, sans autre choix que d'accepter la charité de son fils. Ne dis pas ça, papa. C'est de l'amour, c'est la famille. De l'amour familial? Andrés, cela fait 3 ans que tu ne viens me voir que pour me demander quelque chose ou inventer des excuses. Tes enfants voient plus leurs autres grands-parents que moi, et maintenant tu me chasses de ma maison, en prétendant que tu fais ça par amour. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi parler, mon fils. Il y a quelque chose que tu dois vraiment savoir. À ce moment précis, mon téléphone a sonné. Il était 11h pile. Don Eduardo, c'est le docteur Morales. Nous avons livré tous les documents. Votre fils doit les avoir entre les mains à l'instant. Je raccrochais et fixais Andrés droit dans les yeux. Fils, on vient de te remettre quelques papiers à la maison. Je te recommande de les lire attentivement. Andrés fronça les sourcils, confus, comme lorsqu'il était petit et ne comprenait pas ses devoirs. « Quel papier? Je ne comprends rien. »« Retourne chez toi, Lillet, et si tu veux parler ensuite, je serai ici. »« Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as fait ?» L'infirmière nous observait, confuse. « Il se passe quelque chose ?»« Rien de grave, » lui répondis-je, « mais mon fils doit rentrer chez lui au plus vite. » Andrés sortit son téléphone et appela Patricia. « Chérie, est-ce qu'un coursier est arrivé? On t'a laissé des papiers pour moi ?» De l'autre côté, on entendait la voix de Patricia, précipitée, affolée. Andrés devint livide. « Qu'est-ce qu'ils disent, ces papiers? Tu les as ouverts? » Pause. « Non, ne les ouvre pas. Attends-moi, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha et me regarda comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? » Ce que j'aurais dû faire depuis des années, mon fils. Et il partit sans dire au revoir, pressé,
sans se retourner. Je restais assis sur une chaise en plastique du hall, calme, à attendre. L'infirmière s'approcha. « Vous voulez que je vous montre votre chambre ?»« Pas pour le moment, mademoiselle. J'attends que mon fils revienne. » 1 heure passa, puis une autre. Jusqu'à ce qu'un peu avant 13 heures, mon portable commence à sonner sans arrêt. D'abord mon voisin, « Eduardo, qu'est-ce qui se passe? Ton fils est rentré furieux et ses beaux-parents sont en train de tout redescendre du camion. » Puis ce fut Raoul, mon compère. « Ma femme a vu ta belle-fille pleurer sur le trottoir. C'est vrai qu'ils t'ont mis dehors. » Ensuite, la dame de l'épicerie. « Don Eduardo, vous allez bien? Tout le quartier parle de vous. C'est un scandale. » À 14 heures pile, Andrés est réapparu à la maison de retraite. Il était seul, sans Patricia, sans les enfants. Il avait le visage défait, aussi pâle que s'il avait vu un fantôme. Il s'est assis à côté de moi, en silence. Il a sorti des papiers d'un dossier et les a posés sur la table en face. « Papa, est-ce que tout ça est vrai ?» Ce qu'il avait reçu, c'était seulement 3 documents. Le premier, le titre de propriété des 3 terrains que j'avais achetés il y a 20 ans. Le deuxième, le contrat de vente signé cette même semaine. Le troisième document était un relevé bancaire montrant combien d'argent se trouvait désormais sur mon nouveau compte. « Oui, mon fils, » lui dis-je, « tout cela est vrai. » « Papa, ces terrains, toi, tu avais tout ça? »« Oui, Andrés, ce vieux père inutile que tu viens de placer dans une maison de retraite se trouve être millionnaire. » Il resta à regarder les papiers sans dire un mot, comme s'il essayait de lire une langue qu'il n'avait jamais apprise. « Papa, je ne savais pas. » « Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu ne t'es jamais intéressé à savoir. Toutes ces années, m'as-tu une seule fois demandé si j'avais besoin de quelque chose? As-tu seulement envisagé que je puisse avoir des ressources, que ma vie puisse être plus que ce que tu imaginais? Mais papa, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que je voulais que ce soit une surprise. Mon idée, c'était de te laisser ça en héritage. Que le jour où je ne serai plus là, tu ouvres le coffre-fort, que tu découvres tout ça et que tu te dises « Mon vieux était plus sage qu'il n'en avait l'air. » À ce moment-là, ses yeux se remplirent de larmes. Mais ma décision était prise. « Après ce que tu as fait, tout a changé, » lui dis-je. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il angoissé. Je sortis un autre papier de ma poche. Ceci est un document que j'ai signé avec l'avocat Morales. J'ai décidé de faire don de 70% de ma fortune à des causes qui en ont vraiment besoin. Maison de retraite, cantine pour enfants, refuge pour sans-abri, des gens qui apprécient réellement l'aide. « Et le reste ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Les 30% restants iront à mes petits-enfants, mais dans une fiducie qu'ils ne pourront toucher qu'à leurs 25 ans, et à une seule condition, qu'ils me rendent visite au moins 1 fois par mois jusqu'à ma mort. » Andrés se couvrit le visage avec les mains. « Et moi, papa, qu'est-ce qu'il me reste? » « Ce que toi-même as choisi, mon fils. Il te reste l'honneur d'avoir mis ton père à la porte de sa propre maison. Il te reste la satisfaction d'avoir offert un toit à tes beaux-parents dans le foyer où j'ai vécu plus d'un demi-siècle. Il te reste la conscience tranquille, si tant est que tu en aies une. Papa, je peux réparer ça. Je peux faire partir les beaux-parents. Tu peux revenir à la maison. Non, Andrés, il ne s'agit plus de changer les meubles de place. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce que tu as fait a révélé qui tu es vraiment, et ce n'est pas l'homme que je croyais avoir élevé. Je le vis pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Il pleurait comme quand il se blessait au genou en jouant dans la cour. Papa, pardonne-moi, je ne savais pas. Le problème, mon fils, lui répondis-je fermement, ce n'est pas que tu ne savais pas que j'avais de l'argent, c'est que tu n'as jamais su que j'avais des sentiments. Après cette conversation à la maison de retraite, je n'ai pas revu Andrés pendant 3 mois. Mais je savais tout par les voisins qui m'appelaient pour me raconter les moindres nouvelles. Je suis parti vivre dans la capitale, chez ma sœur Rosa. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti traité comme un être humain, pas comme un fardeau. Rosa me préparait le petit déjeuner, me demandait comment j'avais dormi, m'incluait dans les discussions quand ses enfants venaient. « Eduardo, » me disait-elle, « je ne comprends pas comment ton fils a pu te faire ça. Mais heureusement que tu as réagi à temps. » Avec une partie de l'argent des terrains, je me suis acheté un petit appartement, mais confortable. Il avait une jolie vue sur un parc, et tous les matins, je sortais marcher. Je dormais sans douleur au dos, sans angoisse dans la poitrine, comme si on m'avait enlevé un poids énorme.
J'ai enfin commencé à faire les choses que j'avais toujours remises à plus tard. Je me suis inscrit à un atelier de menuiserie pour personnes âgées et là j'ai rencontré Don Facundo, un ancien cheminot qui avait aussi vécu une trahison similaire. Nous sommes devenus amis. On prenait le maté dans le parc et on jouait au domino au club du quartier. Parfois, m'a-t-il dit un après-midi, la famille de sang n'est pas la vraie famille. Il faut trouver ta propre tribu. Et il avait raison. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans une cantine pour enfants. J'aidais à distribuer les repas, je jouais avec eux et leur racontais des histoires. Ces petits, qui n'avaient presque rien, me montraient une affection que mon propre fils ne m'avait pas donnée depuis des années. Un jour, une bénévole m'a dit « Don Eduardo, vous avez une lumière spéciale. Les enfants vous adorent. » Et j'ai pensé pour moi-même. Comme c'est curieux que des étrangers puissent voir cette lumière que ma famille ne remarque plus depuis longtemps. Pendant ce temps, grâce aux voisins, je continuais à me tenir informé de ce qui se passait dans mon ancienne maison. Les beaux-parents n'ont pas tenu 2 semaines. Apparemment, Don Roberto et Doña Carmen se disputaient sans arrêt avec Patricia pour un rien. La télévision, la nourriture, la salle de bain. « Ta belle-fille est au bord de la folie », m'a raconté mon compère Raoul. Elle dit que ses beaux-parents la critiquent toute la journée et ne la laissent plus vivre en paix. Le plus ironique, c'est que les beaux-parents qui avaient vendu leur appartement en pensant vivre pour toujours dans ma maison se sont retrouvés sans logement. La situation est devenue tellement compliquée qu'ils ont dû louer un petit appartement avec ce qu'il leur restait de la vente. Et Andrés, qui avait calculé qu'avec ma retraite et une petite aide de sa part, il pourrait payer la maison de retraite, s'est retrouvé à devoir assumer toutes les dépenses seul. Parce que, bien sûr, je n'étais dans aucune maison de retraite. « Ton fils est désespéré », m'a dit l'épicière du quartier. Il est venu me demander si je savais où tu étais. Je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. Les voisins m'ont raconté que Patricia reprochait tout à Andrés. Elle lui criait dessus dans la cour pour que tout le quartier entende « Si tu avais su que ton père avait de l'argent, on n'aurait jamais vécu cette honte. » Tout revenait toujours à l'argent. Ce n'était pas qu'elle regrettait de m'avoir mis dehors, mais bien qu'elle déplorait d'avoir perdu un héritage. Un jour, Don Facundo m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Eduardo, la vengeance la plus douce, ce n'est pas de faire du mal à ceux qui t'ont blessé. La vraie vengeance, c'est de bien vivre malgré ce qu'ils t'ont fait. » Et il avait parfaitement raison. Je vivais mieux que jamais. Je me levais quand je voulais. Je mangeais ce qui me faisait plaisir, je sortais où bon me semblait. Personne ne me voyait comme un problème. Personne ne soupirait en me voyant arriver, ni ne calculait combien je leur coûtais. Dans la cantine pour enfants, j'ai fait la connaissance d'Esperanza, une femme de 65 ans, récemment veuve, qui faisait aussi du bénévolat. Elle était intelligente, avec un sourire doux et une manière très tendre de parler aux enfants. Un jour, après avoir raconté une histoire, elle m'a dit « Don Eduardo, vous avez dû être un père merveilleux. » « C'est ce que je croyais, lui ai-je répondu, mais il semble que je me sois trompé. Les enfants se trompent parfois, m'a-t-elle dit. Mais cela ne veut pas dire que vous avez échoué en tant que père. On a commencé à prendre un café après le bénévolat. Elle me parlait de ses enfants qui vivaient loin, mais la visitaient souvent. Moi, je lui racontais mon histoire, et elle m'écoutait sans juger, sans donner de conseils non sollicités. « Votre fils ne vous manque pas ?» m'a-t-elle demandé un jour. « C'est le fils que je croyais avoir qui me manque », ai-je répondu. L'enfant qui m'aidait sur les chantiers, le jeune homme qui pleurait dans mes bras quand il se blessait. Mais cet homme qui m'a mis à la porte pour installer ses beaux-parents, non, lui ne me manque pas. Le soir, dans mon nouvel appartement, je pensais parfois à mes petits-enfants. Eux, oui, me faisaient mal. Ils n'avaient pas choisi d'avoir de tels parents et ils n'avaient aucune faute. Mais j'avais pris une décision et j'allais la respecter. La fiducie que j'avais créée pour eux leur garantirait un avenir sûr. Et la condition de me rendre visite au moins une fois par mois leur enseignerait quelque chose que leurs parents ne leur avaient jamais appris. Que les grands-parents ne sont pas un fardeau, mais un trésor. 6 mois après avoir quitté ma maison, j'avais déjà trouvé une nouvelle routine, de nouveaux amis et une vie différente. Une vie dans laquelle je n'étais plus simplement le père d'Andrés, mais Eduardo Ramirez tout simplement. Une vie dans laquelle les gens m'appréciaient pour ce que j'étais vraiment, pas pour ce que je pouvais leur offrir. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que j'ai découvert qu'à 73 ans, on peut encore être heureux, qu'on peut toujours recommencer à zéro
et qu'il n'est jamais trop tard pour décider qui mérite de faire partie de notre vie. Cela fait 1 an que mon fils m'a mis à la porte. 1 an depuis qu'il a découvert que ce vieux bon à rien qu'il avait placé en maison de retraite était en réalité millionnaire. 1 an depuis que j'ai dû recommencer ma vie à 73 ans. Tu sais quoi? Ça a été la meilleure année que j'ai vécue depuis longtemps. Il y a 3 mois, Esperanza et moi nous sommes mariés civilement. Ce fut une cérémonie simple, avec Don Facundo comme témoin et quelques amis de la cantine pour enfants. Rien de pompeux, rien de compliqué. Juste 2 personnes qui avaient décidé de partager cette étape de la vie ensemble. Esperanza m'a offert une nouvelle famille. Ses enfants m'ont accueilli comme si j'avais toujours été leur père. Don Eduardo m'appelle son fils aîné. Sa mère est plus heureuse que jamais. Merci de prendre soin d'elle. Prendre soin. Quel mot merveilleux, si différent de subvenir ou supporter. La cantine où nous travaillons porte maintenant une plaque à mon nom. Juan Eduardo Ramirez, là où chaque enfant trouve un grand-père. Avec une partie de ma fortune, nous finançons des goûters pour 200 enfants tout au long de l'année. Il m'appelle Papi Eduardo. Et quand j'arrive, il crie mon nom et court m'embrasser. Curieusement, j'ai plus de petits-enfants dans cette cantine qu'avec mon propre sang. Il y a 2 semaines, un petit garçon de 7 ans nommé Matteo m'a dit quelque chose qui m'a profondément ému. Papi Eduardo, quand je serai grand, je prendrai soin de mes parents comme toi tu prends soin de nous. À ce moment-là, j'ai tout compris. Mon véritable héritage, ce n'était pas les terrains que j'ai vendus, ni l'argent que j'ai économisé toutes ces années. Mon véritable héritage, ce sont les valeurs que je transmets, et il se trouve que je les transmets à des enfants qui les apprécient vraiment. Andrés m'a appelé 4 fois cette année. Les 3 premières, c'était pour parler comme des adultes de l'héritage. La 4e, c'était pour m'annoncer que Patricia l'avait quitté. « Papa, m'a-t-il dit, Patricia est partie avec les enfants chez ses parents. Elle dit qu'elle ne peut pas être mariée à quelqu'un qui a perdu une fortune par orgueil. » Orgueil? Quelle ironie! Elle pensait que j'avais donné mon argent par orgueil, alors qu'en réalité, je l'ai fait par dignité. « Et que comptes-tu faire ?» lui ai-je demandé. « Je ne sais pas, papa. Je suis seul dans cette maison qui était la tienne, entouré de souvenirs, sans argent pour l'entretenir et sans famille. »« Eh bien, mon fils, lui ai-je répondu, maintenant tu sais ce que ça fait. Il y a 1 mois, j'ai reçu une lettre de mes petits-enfants, écrite uniquement par eux sans l'aide de leurs parents. Elle disait « Papi, on nous a dit que tu es parti loin, mais on t'aime et on veut te voir. Est-ce qu'on peut venir te rendre visite ?» C'est ma petite fille aînée qui a maintenant 12 ans qui a écrit la lettre. À la fin, il y avait un dessin du plus petit. Un monsieur avec une canne, à côté d'une maison, et en dessous c'était écrit « Je t'aime, papi ». Je les ai appelés le soir même, et nous avons parlé pendant 1 heure. Je leur ai expliqué avec des mots simples pourquoi leur papy avait dû partir. « Papi, c'est vrai que t'es riche ?» m'a demandé mon petit-fils. « Oui, mon cœur, c'est vrai. »« Et pourquoi tu nous donnes pas d'argent ?»« Parce qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent, mon trésor, et c'est cela que je vous donnerai quand vous serez grand et que vous pourrez le comprendre. Ce que je vais leur transmettre, c'est un exemple. L'exemple qu'il ne faut pas accepter d'être maltraité, même par sa propre famille. L'exemple qu'on peut recommencer à tout âge. L'exemple que la dignité ne se négocie pas. L'autre jour, en me promenant dans le parc avec Esperanza, elle m'a demandé « Eduardo, tu ne regrettes rien de ce que tu as fait ?» Je lui ai répondu « Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour me valoriser moi-même. Je regrette d'avoir supporté des années de mépris en pensant que c'était normal. Je regrette de ne pas avoir mis de limites plus tôt. Et ton fils ne te manque pas? Le fils qu'il aurait pu être me manque si je lui avais mieux appris ce qu'est le respect. Mais l'homme qui m'a jeté de ma propre maison, lui, ne me manque pas. Dans 2 mois, j'aurai 75 ans. Esperanza et moi planifions un voyage aux chutes d'Iguazu. Ce sera la première fois de ma vie que je voyagerai pour le plaisir, et non pour le travail. Don Facundo m'a dit la semaine dernière « Eduardo, tu parais 10 ans de moins qu'à l'époque où je t'ai connu. » Et il a raison. Quand on se libère de ceux qui nous font du mal, même s'ils sont de notre famille, on rajeunit. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais parlé à Andrés des terrains avant qu'il ne me mette dehors. Mais ensuite, je me dis que c'était peut-être mieux ainsi, que j'avais besoin de vivre tout cela pour découvrir de quoi j'étais réellement fait. Me voici, à 74 ans, marié à une femme qui m'aime, entouré d'amis qui me respectent,
aidant des enfants qui me considèrent comme un héros, vivant là où je suis heureux. J'ai perdu une famille, oui, mais j'ai gagné une vie. J'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé un foyer. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai trouvé la paix. Et à toi qui m'as écouté jusqu'ici, qui m'as accompagné dans cette histoire, je veux te dire quelque chose de très important. Si quelqu'un te maltraite, te manque de respect ou te fait sentir que tu es un poids, peu importe qui c'est, que ce soit ton fils, ton père, ton frère ou ton partenaire, personne n'a le droit de te faire du mal juste parce qu'il le peut. La vie est trop courte pour la vivre avec des gens qui ne te valorisent pas. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. Moi, j'ai perdu un fils, mais j'ai trouvé une famille. J'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé un foyer. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai trouvé la paix. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Supporter les mauvais traitements par peur de la solitude ou prendre le risque d'être heureux? Dis-moi si cette histoire a touché ton cœur et raconte-moi depuis quelle ville tu m'écoutes, d'accord? Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien tu as à la banque, mais combien d'amour véritable il y a dans ta vie. Et parfois, cet amour se trouve dans les endroits les plus inattendus.